Donc bonsoir à tous. Pascal m'a surpris. J'avais pas du tout anticipé un exposé vraiment dans le détail de mon activité personnelle. J'ai plutôt organisé mon exposé sous forme d'un exposé de présentation de l'exploration qui se passe actuellement de cette lune de Saturne, qui est vraiment qui a rempli ma vie scientifique depuis, je dirais, 10 ans. Et c'est pas fini. C'est extrêmement enthousiasmant ce qui se passe autour de cet objet et qui résulte en fait d'une mission internationale, je dirais pratiquement mondiale. L'effort a été gigantesque pour mettre au point cette mission et pour la faire fonctionner aussi bien qu'elle fonctionne actuellement, qui s'appelle la mission Cassini-Huygens. Donc je voulais vous donner un espèce de florilège de tous les résultats incroyables qui sont en train de sortir de cette activité. Donc on va parler de Saturne. Saturne, une des géantes gazeuses du système solaire, celle qui est un peu plus loin que Jupiter. Le plan de mon exposé, je vais vous présenter Titan et surtout le présenter en comparaison de lunes dont nous avons l'habitude que nous côtoyons régulièrement, notre lune terrestre. Et également, je vais comparer Titan à la Terre parce que c'est un objet qui a des similitudes très importantes par rapport à notre chère Terre. Et après, je rentrerai dans les détails de la mission Cassini-Huygens, comment Cassini a fait pour aller jusqu'à Titan, comment Huygens, qui est une partie très importante, qui est un lander en fait, qui s'est posé sur la surface, a été designé pour réaliser l'expérience. Je vous montrerai quelques films qui montre comment cet appareil a fonctionné, comment cette sonde a fonctionné en descendant dans l'atmosphère, et quelques résultats qu'elle a obtenus. Et ensuite, je vous montrerai des résultats marquants en ce qui me concerne de Cassini, en ce qui concerne l'étude de la surface de Titan, de sa haute atmosphère. Donc là, je vais un petit peu rentrer dans les choses que je fais moi, et vous montrer, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer un résultat vraiment tout récent, que peut-être Pascal a vu la semaine passée, qui a été présentée pour la première fois dans une conférence internationale à Los Angeles, la semaine passée, il y a 2 semaines. Et puis je vous parlerai de l'avenir, parce que bien entendu, en sciences planétaires, on est toujours en train de faire des choses actuellement, et toujours de se projeter dans une optique vers le futur. On n'en a jamais assez. Donc Titan, vous la voyez ici, c'est une c'est une image qui a été prise par le Hubble Space Telescope au début de l'année 99, au moment où Saturne était en train de revenir dans le plan de l'écliptique, et donc les lunes de Saturne passaient devant le disque de Saturne, et donc on peut voir ici la boule orange qui est en fait notre cher Titan qui passe devant Saturne. Alors Titan comparé à la Lune, la Lune c'est la seule lune de la Terre, Titan ce n'est qu'une des 61 lunes de Saturne, il y en a énormément. Sa particularité c'est qu'elle est la plus grosse. Saturne est une planète qui se trouve à 10 unités astronomiques du Soleil. Alors l'unité astronomique c'est simplement la distance Terre-Soleil, donc la Terre est à 1 unité astronomique, Saturne est à 10 unités astronomiques, ce qui implique un flux lumineux 100 fois plus faible. Donc Saturne est un corps très froid parce que très peu éclairé par le Soleil, et Titan est une lune gelée, glacée. En distance de parcours électromagnétique d'une onde lumineuse ou d'un signal électrique qui parcourrait depuis Cassini ou depuis Titan à la Terre, il faut compter 90 minutes, 1h30 pour atteindre Titan, et ensuite 90 minutes pour revenir vers la Terre. Donc ça veut dire que toute opération sur une sonde qui se trouve là-bas nécessite de téléguider, de télécommander l'objet. On ne peut pas interagir en temps réel avec l'objet. Au niveau du diamètre, la Titan est un peu plus grande que la Lune, mais pas tellement. Le rayon orbital, par contre, est beaucoup plus grand. La distance Titan-Saturne est de 1,2 million de kilomètres, alors que celle de la Terre à la Lune est de 0,4 million de kilomètres. Pour information, c'est une question que j'ai déjà eue dans un autre exposé grand public. Les anneaux de Saturne, ceux qu'on voit tout le temps et qu'on voit très bien, Saturne, dans ce qu'on voit à l'œil,
avec une lunette, à 0,2 millions de kilomètres. Donc Titan est bien au-delà des anneaux de Saturne. La période orbitale, donc le temps qu'il faut à Saturne, à Titan, pour tourner sur lui-même. Alors Titan est en corotation autour de sa planète, Saturne, comme la Lune est en corotation autour de la Terre. La Lune fait un tour autour de la Terre en 27 jours, et donc elle fait un tour sur elle-même en 27 jours. Et Titan, dans la même situation, il lui faut 16 jours pour faire un tour. Donc la journée titanesque dure 16 jours. Et sa découverte a été faite par Huygens en 1655. Alors, comme c'est un exposé grand public, je voulais un peu revenir sur ce grand nom de la planétologie et de l'exploration astrophysique, qui est Christian Huygens, qui a donc découvert Titan. C'était pendant le siècle des Lumières. Il était hollandais. À cette époque-là, les gens, c'était l'époque de Newton, les gens étaient omniscients pratiquement. Ils dévouaient leur vie à leur recherche et ils exploraient un peu tous les domaines. Il a beaucoup travaillé sur les probabilités. Il a imaginé le concept de l'onde, que la lumière est en fait une onde. Il s'est intéressé à la mécanique et il a d'ailleurs proposé l'idée de réduire les horloges à une taille suffisante pour qu'on en fasse des montres de poche. Et il a construit son propre télescope, comme ça se faisait à cette époque-là. Et donc il a observé les objets du système solaire et il a découvert et publié, donc décrit la Lune qui est Titan. Alors c'était un personnage extrêmement brillant. Il n'empêche que j'ai lu par ailleurs qu'il s'est également trompé énormément parce qu'il proposait la notion du nombre d'or dans le système solaire qui était de 6 et il avait postulé que aucun objet du système solaire ne pouvait avoir plus que 6 lunes, et qu'au-delà de 6 lunes, il deviendrait instable et il exploserait. Donc il était brillant, mais il avait lui aussi ses limites. Et alors pour la petite histoire, ce monsieur a été lui aussi attiré par la France, comme beaucoup, et il a été invité par le roi Louis XIV à rejoindre l'Observatoire de Paris, qui est une raison importante de l'activité planétologique, je dirais, en France. Et il a travaillé avec Cassini, dont le nom revient dans le nom de la mission spatiale Cassini-Huygens. Alors, pour remettre bien les idées en place, voici le système terrestre, Terre-Lune, à l'échelle du système Saturne, avec ses anneaux et les différentes lunes. Et vous voyez une flèche qui vous indique que Titan est au-delà de l'image. Donc, Terre-Lune, la voilà. Et pour aller chercher Titan, il faut réduire le système de Saturne encore plus. Titan est vraiment très très loin des anneaux. Voyez. Si on compare la Terre à Titan, la température, je vous ai dit que le flux lumineux qui atteint Titan est beaucoup plus réduit que celui qui atteint la Terre, un facteur 100, ce qui induit un équilibre entre les émissions et les absorptions, une température très faible. La température moyenne de la Terre est de 15 degrés. La température de Titan, en température en degrés Celsius, est de moins 180 degrés Celsius. Malgré tout, il y a une atmosphère très importante autour de Titan. Et c'est un des corps éloignés du système solaire qui a globalement, c'est la seule lune du système solaire qui a une atmosphère. Et en plus, une atmosphère très dense. 1,5 fois la pression de l'atmosphère terrestre. La composition est différente. On a, comme sur la Terre, une majorité d'azote, même plus d'azote que sur la Terre. On n'a pas du tout d'oxygène. Alors vous savez peut-être que l'oxygène sur la Terre résulte en fait de la présence de la vie sur Terre. C'est une pollution qui résulte de la vie sur Terre. Donc l'oxygène terrestre résulte de la vie. Donc la Terre primitive était constituée d'azote et ensuite de l'eau. Donc l'oxygène sur Terre, à l'origine, dans l'atmosphère, était de l'eau. Sur Titan, ce n'est pas de l'eau, parce que l'eau, par suite de la température, elle est condensée, elle fait partie du corps solide de Titan, et le seul gaz qui est présent dans l'atmosphère, c'est du méthane. Et il y en a beaucoup, il y a 2% de méthane. Alors j'ai indiqué en rouge ces deux corps, parce que sur Terre, par suite de la température de 15 degrés, l'eau peut exister sous forme solide, liquide ou gazeuse.
et conduit au fameux équilibre thermodynamique météorologique terrestre. Eh bien, ce rôle est joué par le méthane dans l'atmosphère du Titan. Donc le méthane, à moins 180 degrés centigrades et à 1,6 bar, peut être en équilibre entre une phase liquide et une phase gazeuse. Et donc, le méthane peut exister, peut s'évaporer et se recondenser à différents endroits de l'atmosphère ou de la surface du Titan, et donc joue un rôle d'équilibrateur thermodynamique de l'atmosphère, comme le même jeu que celui de l'eau sur Terre. Ensuite, en espèces minoritaires, on a le CO2, en fait le fameux CO2 qui nous pose un problème sur le réchauffement climatique. Ça reste une espèce minoritaire, 0,03% des gaz de notre atmosphère. Et sur Titan, en fait, l'équivalent du CO2, ou en tous les cas, ce qui est important ici, c'est que c'est le premier corps contenant de l'oxygène, c'est le monoxyde de carbone, avec une abondance extrêmement faible, 0,04% de l'atmosphère. C'est extrêmement faible, mais ce n'est pas négligeable, et c'est une des raisons pour avoir fait l'expérience que je vous présenterai tout à la fin de mon exposé, qui est une expérience extrêmement enthousiasmante. Il y a des nuages sur Terre, en fonction des conditions météo, ils sont localisés entre 0 et 30 km, ils ne vont jamais au-delà de 30 km. Sur Titan, les nuages ont été détectés sur une hauteur d'échelle qui va bien plus haut, un facteur 10, 0 à 300 km, facteur 10. En fait, ce facteur 10, on peut vraiment l'utiliser pour l'ensemble de l'atmosphère du Titan. Sur Terre, les phénomènes qui se passent à 20 km, on peut considérer qu'ils se passent de la même façon sur Titan. On a une couche d'ozone qui protège la surface de la Terre des UV, des mauvais ultraviolets qui empêcheraient, qui conduiraient à une destruction des molécules biologiques beaucoup plus importante. Ce rôle est potentiellement joué par des nuages ou une brume d'aérosols qui se trouve dans l'atmosphère du Titan et qui a été initialement localisée entre 200 et 300 km. Vous verrez que cette valeur de 200 à 300 km a évolué depuis qu'on a Cassini dans le système. Et l'atmosphère sature environ à 80 km sur Terre. Au-delà, on est dans ce qu'on appelle l'ionosphère, la partie la plus élevée de l'atmosphère, là où on a en fait un plasma qui résulte de l'ionisation du gaz par les photons solaires qui conduisent à l'arrachement d'électrons. Et cette zone de 80 km correspond à la même zone à 800 km dans l'atmosphère du Titan. Là, vous avez à nouveau les comparaisons Terre, Titan, Lune. Donc la Titan est un peu plus grande que la Lune, mais franchement plus petite que la Terre. Et par suite de ce 1,5 bar et de ce facteur 10 au niveau de toutes les tailles, la chose à retenir, c'est que la Terre, si vous regardez l'épaisseur de ces 80 km de Terre, ça constitue une très fine couche de gaz autour de la Terre. Par contre, sur Titan, on a effectivement un énorme réservoir de gaz autour d'un corps glacé. Donc la structure blanche à l'intérieur, c'est essentiellement de l'eau et une quantité énorme d'eau dans le cas de Titan. Alors, je vais vous parler de la mission Cassini-Huygens, mais cette mission a été designée, a été décidée et a été organisée suite à une mission américaine qui s'appelait les missions Voyager 1 et 2, qui ont exploré l'ensemble du système solaire. Elles ont eu pour objectif de visiter les différentes planètes et chaque fois de ne faire que passer. Donc elles ont visité entre autres Jupiter et Saturne et elles ont pu prendre des images de Saturne et ça a été le choc parce que vraiment sur ces images finalement assez détaillées, on ne voit rien, on ne voit qu'une brume d'aérosol, on voit une espèce de boule de gaz orangé. On a pu néanmoins détecter par des signaux radio, on a pu démontrer que cette atmosphère contenait de l'azote, car jusqu'à Voyager, en fait, on ne savait pas qu'il y avait de quoi était constituée l'atmosphère du Titan. On avait détecté le méthane, les 2% de méthane avaient été détectés parce que le méthane émet des émissions lumineuses qui sont tout à fait détectables depuis la Terre, mais l'azote est un gaz qui n'émet pas grand-chose, est un gaz qui absorbe peu,
aussi. Et donc, l'azote, qui constitue 97% de l'atmosphère, n'était pas connu jusqu'aux années 80-81. Et bien entendu, l'ensemble de ces résultats a déclenché une effervescence au niveau de la communauté et a conduit à la volonté de retourner vers le système de Saturne pour explorer les anneaux de Saturne et les différentes lunes de Saturne, mais aussi de mettre l'accent sur Titan et donc de se lancer dans cette mission Cassini-Huygens. Donc Cassini et Huygens, le couple. La mission Cassini-Huygens, c'est une énorme mission. On voit ici des personnages qui sont à côté de l'orbiteur, donc il va depuis là jusque là. Vous avez ici une énorme antenne parabolique qui permet de communiquer, parce qu'on est extrêmement loin de la Terre, donc les signaux doivent être... pour pouvoir parler à Cassini, il faut que les signaux soient recondensés au niveau d'un détecteur. Et également, quand elle émet, il faut qu'elle ait une suffisamment bonne précision au niveau de cette émission pour pouvoir nous parler. Donc, une bonne partie de l'objet, en fait, consiste en une antenne parabolique qui lui permet de communiquer avec la Terre. On voit également ici attaché sur la sonde le module qui s'est détaché et qui est rentré dans l'atmosphère et qui après a sondé l'ensemble de l'atmosphère, qui s'appelle le module Huygens. Et puis après, on a différents instruments scientifiques qui sont positionnés de façon opportune sur la sonde. Elle est partie de la Terre en 97. Il lui a fallu 7 ans pour arriver dans le système Saturne. La mission nominale devait s'arrêter en 2007, donc c'était finalement assez court, mais étant donné la qualité de l'instrumentation et la robustesse de toutes les techniques qui avaient été utilisées, elle a été étendue 2 fois. On vient de commencer la 2e extension et il a été décidé de la faire fonctionner au maximum de ses capacités, c'est-à-dire jusqu'en 2017. Et en fait, en 2017, ce qui va se passer, c'est qu'elle aura perdu de l'énergie et elle va s'écraser sur Saturne. C'est une mission énorme, c'est un objet énorme de 5,6 tonnes. Alors simplement pour vous figer les idées, 5,6 tonnes, en fait ça correspond à ce petit module de l'armée suédoise, plus les 6 militaires à l'intérieur. Donc c'est vraiment un objet énorme qui a été envoyé dans l'espace. Et donc une fusée très très puissante a été utilisée, et elle ne suffisait pas en fait pour atteindre Saturne. Il a fallu faire un voyage de 7 ans qui a frôlé les différentes planètes du système solaire interne, de façon à acquérir de l'énergie à chaque fois qu'on frôle une planète, pour finalement arriver à Saturne en 2004. Alors ça, c'est un graphe que j'aime bien montrer, parce que il est assez représentatif de la difficulté d'atteindre les corps externes du système solaire. C'est un graphe qui vous représente en fonction du temps. Ici, vous avez 1999, le moment où la mission, 1997, le moment où la mission est partie, 2004, le moment où elle est arrivée dans le système Saturne. Vous avez ici la vitesse de la sonde. Donc elle a été lancée de la Terre, et ensuite elle s'est rapprochée du Soleil pour aller chercher Vénus. Donc, en se rapprochant du Soleil, elle a gagné de la vitesse, parce qu'elle se rapproche de son corps attracteur, du corps attracteur qu'est le Soleil. Et en frôlant Vénus, elle a changé son moment angulaire et elle a gagné de la vitesse, ce qui lui a donné un bonus en énergie, qui est simplement ce petit gain-là, qui lui a permis de regagner un peu d'énergie pour ressortir un peu plus du système solaire. Donc elle est ressortie du système solaire jusque-là, et ensuite elle est re-rentrée dans le système solaire, elle a regagné de l'énergie, et elle est repassée à nouveau tout près de Vénus pour regagner de l'énergie. Donc c'est ce qu'on voit ici. Elle sort ici, elle va chercher Vénus, elle ressort un peu plus loin, elle va rechercher Vénus, et à chaque fois elle gagne de l'énergie pour finalement être capable de s'échapper. Elle a refait un passage tout près de la Terre où elle a à nouveau gagné de l'énergie. Jupiter, qui est maintenant caché derrière mon graphe, où elle a à nouveau un petit peu gagné d'énergie, et à chaque fois, ces petits gains d'énergie lui permettent de s'éloigner de plus en plus du Soleil pour finalement rentrer dans le système de Saturne. Et là, en fait, le problème était inverse, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans le système de Saturne, qui est une géante gazeuse, qui a une gravité propre,
qui est très importante, lui fait gagner de la vitesse, mais le problème, c'est que si elle ne fait rien, cette vitesse qu'elle aura gagnée, soit elle va s'écraser sur Saturne, ce qui n'est pas le cas, soit elle va ressortir du système parce qu'il n'y a rien qui la freine. Donc, au moment de la rentrée dans le système de Saturne, on est obligé d'allumer un moteur sur Cassini. Donc, une bonne partie de la masse qui avait été transportée, en fait, c'est simplement du carburant pour mettre en marche un moteur qui a permis de freiner Cassini au moment où elle rentrait dans le système de Saturne pour qu'elle se mette en orbite dans le système de Saturne. Et ensuite, elle est piégée dans le puits de potentiel, dans le bol du système de Saturne, et là, elle est piégée, elle ne peut plus jamais en sortir, et donc son destin, c'est soit de s'écraser sur une des lunes, soit de rentrer complètement dans Saturne, ce qui va se passer. Et à partir de ce moment-là, elle s'est mise en orbite elliptique, donc elle s'éloigne assez loin de Saturne, au-delà de Titan, donc à peu près à 3 millions de kilomètres de Saturne. Elle fait ça, et puis elle se rapproche de Saturne. Donc à chaque fois, elle ralentit, puis elle réaccélère. Et c'est ce qu'on voit ici. À chaque fois qu'elle s'éloigne de Saturne, à chaque fois qu'elle se rapproche de Saturne, elle accélère, et puis elle ralentit. Et elle fait des oscillations comme ça. Et à chaque fois qu'elle fait une oscillation, bien entendu, elle étudie Saturne, et les trajectoires sont optimisées pour que, je dirais, une fois sur deux, elle visite également Titan. Donc, ça c'est de la mécanique céleste, c'est extrêmement bien décrit et c'est très prédictible. Il est possible, en utilisant Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne, en fait, de faire évoluer la trajectoire de Cassini, en utilisant extrêmement peu d'énergie, de façon à étudier le système de Saturne dans une optique elliptique ou dans une orbite polaire. C'est en fonction des objectifs scientifiques de la mission. Globalement, à se rappeler ici, c'est que actuellement, globalement sur l'ensemble de la mission, il y a une visite de Titan. Donc là, on n'est pas en orbite autour de Titan, on ne fait que passer autour de Titan à chaque fois, et ça se passe environ une fois par mois. Alors, dès la rentrée dans le système de Saturne, les objectifs étaient d'obtenir le maximum de résultats scientifiques. Donc très tôt, la sonde Huygens a été libérée de la sonde Cassini. Elle a suivi son propre parcours qui était d'avoir une trajectoire qui allait la faire rentrer dans l'atmosphère de Titan. Alors, donc c'est un objet qui devait rentrer dans l'atmosphère et qui devait potentiellement survivre à cette attraction par Titan, et ensuite, donc il fallait la freiner. Donc il y a un énorme bouclier en fait thermique qui la protège, et ensuite elle était suspendue à un parachute de façon à prolonger le plus longtemps possible cette descente dans l'atmosphère, de façon à étudier en détail la composition, les vents, les différents phénomènes qui peuvent se produire dans une atmosphère. Donc pour cela, elle a été équipée d'une quantité importante de dispositifs scientifiques. Bien entendu, c'est pratiquement incontournable. Sur toute mission spatiale, il y a toujours beaucoup d'imagerie. C'est ce qui donne en fait en général aussi le plus gros retour au niveau du grand public. C'est quand on voit les choses. Bien entendu, ce ne sont pas des appareils photo, ce sont des caméras extrêmement performantes qui sont utilisées. Donc ça, c'est pour pouvoir voir en fait la surface au moment où on s'en est approché. L'atmosphère a été étudiée en détail grâce à des thermomètres, à des mesures de conductivité et de densité. Un des résultats importants, et qui d'ailleurs n'a jamais été reproduit. Il est impossible d'avoir cette information de ce graphe-là sans avoir Huygens. Cette courbe-là, en fait, est une mesure en temps réel qui a été faite par la sonde au moment où elle descendait. Et en même temps, cette sonde a été capable de capturer du gaz ou des aérosols et de les analyser grâce à un analyseur d'aérosols par spectrométrie de masse. En fait, ce sont des méthodes d'analyse chimique. Et au moment où elle est tombée sur la surface, en fait, on ne savait pas si la surface allait être du gaz, si la surface allait être du liquide ou du solide. Et donc, elle avait été équipée de différents instruments qui lui permettraient de communiquer avec la Terre et de dire ce qu'elle avait rencontré, notamment des pénétromètres, des thermomètres. Il y avait même une ampoule pour éclairer la surface, parce que la surface de Titan, sous cette brume,
reçoit une énergie lumineuse très faible, donc il fallait amplifier la quantité de photons. On a donc équipé d'une ampoule, et il y avait un micro en fait parce qu'on anticipait la possibilité d'avoir du tonnerre ou des éclairs dans cette atmosphère extrêmement compacte, extrêmement dense. Donc le micro servait à écouter un éventuel coup de tonnerre qui se serait produit. Et il y avait un radar. Le radar est un objet qui est très très transverse dans l'exploration planétaire. Il y en a sur énormément de missions. Donc ça, c'est une représentation d'artiste de ce qui devait se produire, rentrer dans l'atmosphère, déploiement d'un parachute, et ensuite très lente descente dans l'atmosphère. En fait, 1000 km, 1 bar à la surface, ça vous donne une durée de vie de cette mission de 2 heures. Et ensuite, dépôt sur une surface glacée ou sur une surface liquide, on ne le savait pas trop. Alors ici, je vais vous montrer une animation qui a été faite. Alors c'est un film qui résulte d'images scientifiques qui ont été prises pendant l'ensemble de la descente et qui est mis en perspective par rapport à quelle était la situation de Titan et de la Terre et de Saturne au moment où ça s'est produit. Donc il y a une première partie où on va voir en fait le Soleil. En fait, on est sur la sonde Huygens et on regarde le Soleil. Et en fait, ce qu'on voit quand on regarde le Soleil, c'est la Terre et la Lune. En fait, le moment où Huygens est rentré dans l'atmosphère du Titan, c'était exactement minuit sur Terre et c'était une géométrie qui se produit une fois tous les 2000 ans où la Terre passe exactement sur l'axe Saturne-Soleil. Donc on se repositionne. Ici, vous avez des informations en termes d'altitude, en termes de vitesse. Donc là, vous voyez que Huygens est en train de plonger vers Titan avec une vitesse de 20 000 km/h. Donc c'est vraiment gigantesque. Donc il y a ce bouclier thermique qui va rentrer en jeu. L'heure ici, c'est l'heure universelle. Vous voyez que ça s'est bien accéléré. Donc là, on n'est toujours pas dans l'atmosphère. Là, boum, on vient de rentrer dans l'atmosphère. Le bouclier thermique a fait son effet. On a déployé le parachute et on est déjà à 100 km. On ne voit toujours pas la surface. On commence à voir des choses. Ça, ce sont des vraies images qui sont mises en perspective. On voit également ici une diffusion lumineuse qui résulte en fait des rayons solaires qui diffusent énormément dans l'atmosphère du Titan. Je reviendrai un peu sur ça plus tard. Et on se rapproche, on est à 40 km d'altitude, on est à 25 km d'altitude, et là on commence vraiment à voir un paysage apparaître, et des choses très intéressantes, comme des vallées ou des structures dendritiques qui correspondraient à des rivières, des structures qui ont l'air de paysages montagneux, avec des contrastes lumineux assez importants, des zones obscures et des zones plutôt blanches. Alors, si vous regardez bien, vous avez ici un point lumineux qui est en fait le point sous la sonde. Donc c'est ce qu'on appelle le nadir. Et en fait, c'est une information sur les vents, en fait, parce que la sonde suspendue sous son parachute est soumise au vent en fonction de l'altitude, et donc l'évolution du point à l'endroit où était la sonde. Boum, on tombe à la surface. On va revoir la partie finale de la descente avec une autre qui correspond vraiment à des rivières. Je pense que c'est maintenant tout à fait établi que ce sont des rivières qui sont à l'origine de transport de matériel à la surface du Titan. Ce film donne également une sensation d'altitude. Vous voyez ici une structure là. En fait, les espèces de plateaux blancs ici sont estimés à une altitude de 100 mètres par rapport au point de chute. Et il y a quelques objets ici qui saturent à 10 mètres d'altitude. Donc c'est quand même relativement plat. On n'est pas dans les Alpes en train de se poser. Et là, le film va continuer parce qu'on va voir la sonde, quand elle s'est posée sur la Terre, en fait sur le solide, c'était du solide, elle a basculé, et donc la caméra a vu des objets qui étaient très très proches, qui sont en fait probablement des galets d'eau.
on est à moins 180 degrés Celsius, l'eau est un solide qui peut être transporté. On pense qu'on est ici dans le fond d'un lit de rivière. Vous avez l'image qui devient un peu floue ici, c'est parce que la sonde était chauffée pour que l'électronique, pour que les instruments puissent fonctionner. Elle a été chauffée, elle est tombée sur une surface à 180 degrés et donc elle a libéré du gaz qui a été analysé par un spectromètre de masse. Ceci, ce sont des fausses images. Par contre, on donne une sensation de volume en se déplaçant dans le système. Et on donne un petit regard vers le Soleil et donc vers la Terre qui écoutait attentivement pour savoir si la sonde avait bien fonctionné et si tout s'était bien passé. Donc, 2 heures de fonctionnement pour la sonde dans l'atmosphère. Elle a encore fonctionné pendant 3 heures à la surface et puis après elle a été totalement gelée, pas d'énergie. Elle est très certainement toujours là, mais on n'a pas plus d'informations. Donc, pour résumer, Huygens, un des faits marquants, vraiment très très important, c'est cette découverte. Et en plus, c'était très impressionnant parce que ça s'est passé pendant la nuit. Il y avait la possibilité d'observer en fait en France les premiers signaux qui redescendaient. Et pratiquement dans la demi-heure qui a suivi l'arrivée des signaux, ce genre d'images étaient disponibles et étaient diffusées. Donc c'était vraiment très très impressionnant. Une information sur le relief et une information sur la géologie locale, je dirais. Donc on a bien entendu des galets de glace. La spectroscopie de ces objets a été plus ou moins confirmée. C'est probablement de la glace d'eau, un peu sale. Et le problème, enfin l'incertitude qui reste malgré le nombre d'années, ça fait 5 ans que Huygens s'est posé, l'espèce de poudre noire qu'on voit ici sur les images, on ne sait toujours pas ce que c'est. Il n'y a pas d'expérience sur Terre qui est capable de reproduire un matériau dont la spectroscopie ressemble à celle qui a été détectée là-bas. Donc les mystères, il reste des mystères suite à cette mission. Alors pendant sa descente dans l'atmosphère, elle n'a pas fait que prendre des images, elle a également essayé d'appréhender le contenu de l'atmosphère, de ce fameux brouillard qui entoure l'atmosphère. Alors, une façon un peu simplifiée de vous présenter ce qui se passe, c'est que la lumière du Soleil va casser les molécules. Ici, ce sont des molécules de méthane qui sont cassées, et quand elles sont cassées, en fait, elles sont beaucoup plus réactives, elles sont capables de se réassocier pour former des molécules plus grosses. Alors, ça, c'est plus ou moins anticipé, on ne savait pas jusqu'où cette croissance moléculaire allait aller. Et donc, la sonde avait été équipée avec des dispositifs qui sont des spectromètres de masse, qui permettent d'ioniser un gaz, de l'analyser en termes de masse et de compter les différentes molécules qui sont présentes dans le gaz. Non seulement ceci, mais également le dispositif avait été équipé d'un système de colonnes chromatographiques qui permet de séparer le gaz en ses différents composants. Alors, pour la mission, en fait, le choix avait été fait de séparer le gaz en fonction de la taille des composants. Donc, ce qui sort en premier est le plus petit, ce qui sort en dernier est a priori le plus lourd. Donc c'est un mini-laboratoire de chimie qui avait été envoyé de façon à essayer de sonder. Non seulement ça, on savait que les aérosols de l'atmosphère étaient des objets extrêmement captivants. On voulait avoir le maximum d'informations. Et donc il y a eu un dispositif spécifique qui a été développé, qui s'appelait le dispositif ACP, qui en fait est globalement un filtre de cigarette. On a pompé avec une petite pompe le gaz de l'atmosphère dans un filtre qu'on a ensuite mis dans un four pour libérer les molécules qui constituent les aérosols. Et ensuite, ce four, les composés présents dans ce four ont été chassés avec de l'azote vers le spectromètre de masse. Et donc on s'attendait, on espérait beaucoup de choses de cette expérience, et on pouvait éventuellement observer des objets tels que du méthane, de l'éthane, du benzène, des objets de plus en plus gros. Vous voyez ici de très longues chaînes carbonées. Les 3 couleurs sont carbone, azote, hydrogène.
On n'espérait pas voir beaucoup plus que ça. Et donc tout ce petit monde vit sa vie dans l'atmosphère, est soumis en permanence à des radiations qui lui permettent de chauffer ou de s'exciter, et ensuite de se réassocier en composés de plus en plus gros qui constituent les brumes de Titan. Je vous dirais que tout ça est de la très belle science-fiction, mais ça reste de la science-fiction. On a encore extrêmement peu d'informations sur vraiment les processus qui sont à l'origine de cette agrégation et cette croissance moléculaire. Vous n'avez pas la même image que moi, voilà. Je vais vous montrer le résultat, parce que c'est important pour la suite de l'exposé, le résultat de cette expérience qui consistait avec le filtre de cigarette, à essayer de collecter des aérosols, à les pyrolyser, à les chauffer dans un four, et à chasser tout ça dans un spectromètre de masse, de façon à essayer de comprendre ce qui constituait les aérosols. Alors, j'en parle d'autant plus que c'est une expérience qui a été développée à Paris dans un groupe français. L'essentiel des participants sont français. Une expertise très importante en France sur les méthodes de spectrométrie de masse et de chromatographie spatiale. Alors, ce sont des spectres un peu difficiles. L'expérience n'a pas donné vraiment les résultats souhaités. Il y a eu un problème de signal sur bruit. On est toujours à la limite dans le spatial. Néanmoins, il y a deux signaux qui sont parfaitement établis. Un signal qui correspond à l'ammoniac et un autre signal qui correspond à de l'HCN qui a été libéré par pyrolyse de ces aérosols. Ça a l'air de rien, mais c'est une information très importante. On est dans une atmosphère où il y a de l'azote, N2, et du méthane, du carbone. Il y a eu pas mal de modèles qui prédisaient qu'on aurait dû avoir uniquement du carbone. Là, cette pyrolyse est une démonstration inéquivoque de l'abondance d'azote dans les aérosols. Et c'est important pour les potentielles activités exobiologiques de cette glace, de ces aérosols carbone azoté. Alors ici, c'est une espèce de représentation un peu schématique de genre de molécules qui pourraient donner lieu à cette émission de HCN ou de NH3. Ce sont des molécules un peu biscornues qui s'aggloméreraient pour former les aérosols. Je reviendrai un peu plus tard sur la composition des aérosols et sur les travaux que nous menons actuellement à Grenoble. Alors, maintenant je vais passer à Cassini, parce que Huygens n'a eu que 5 heures de gloire, mais Cassini, ça continue toujours. Depuis 2004, c'est vraiment très très impressionnant. Et je vais illustrer surtout tout ce qui est imagerie de surface et également quelques analyses de la haute atmosphère in situ. Alors Cassini a été également équipé d'une multitude d'instrumentations scientifiques, mais Cassini n'avait pas pour finalité absolue d'étudier Titan. Donc les instruments sont surtout optimisés pour l'ensemble des problématiques rencontrées dans le système de Saturne, notamment un magnétomètre qui n'a aucune utilité autour de Titan parce qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Titan. On retrouve des spectromètres de masse, un analyseur de poussière, des analyseurs de plasma, un radar très important et une instrumentation radio. Je vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais quand Voyager a été capable de démontrer que l'atmosphère de Titan contenait de l'azote, c'est parce qu'il avait une instrumentation radio. En fait, ce sont les signaux radio qui passent à travers les atmosphères qui permettent de déterminer la composition des atmosphères. C'est une façon très très astucieuse d'avoir accès au contenu des atmosphères. Et bien entendu, tout un bardage d'instruments optiques d'imagerie. Alors la surface du Titan, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Ceci, c'est la meilleure image qui avait été obtenue par le télescope spatial Hubble en 1999. Donc avant que Cassini n'arrive sur Titan, voilà la meilleure vision qu'on avait de ce qu'il y avait sur la Lune, sur la surface de Titan. Alors pourquoi ? Parce que Titan, en fait, c'est une boule de gaz avec du méthane et ces fameux aérosols qui obscurcissent très fortement, qui réfléchissent les photons, qui diffusent les photons et qui obscurcissent la surface. Pour pouvoir voir la surface, en fait, il faut utiliser quelque chose qui est utilisé en médecine, en fait, quand on veut voir les os dans le corps, on utilise des rayons X. On utilise des longueurs d'onde
donc une lumière qui passe à travers la peau pour aller chercher l'os. Et bien dans Titan, en fait, on peut avoir le même phénomène, c'est-à-dire que le méthane qui obscurcit la surface a certaines longueurs d'onde auxquelles il est transparent, et donc quand on regarde Titan à ces longueurs d'onde-là, on est capable de voir malgré tout la surface. Donc c'est illustré ici, et donc Cassini a été équipé de caméras avec plusieurs filtres différents qui permettent à chaque fois de voir plus ou moins bien la surface, et puis différentes couches, différentes épaisseurs de l'atmosphère avec différents filtres. Et voici la qualité de l'imagerie de la surface qui avait été obtenue à la fin de la mission primaire, en 2007. On a une vision très détaillée, beaucoup plus détaillée que le Hubble Space Telescope. On voit très bien le pôle sud et on voit très mal le pôle nord. Pourquoi ? Parce que Cassini est arrivé dans le système de Saturne à la fin de l'hiver. Donc, à la fin de la mission primaire, le pôle nord de Titan était toujours dans l'obscurité hivernale, et donc aucun photon ne rentrait au pôle nord, aucune image ne pouvait être prise par une caméra. En 2009, la situation s'est encore plus raffinée. On fait un passage tous les mois. Certains de ces passages passent très très près et permettent d'obtenir des images à très haute résolution. Donc on a une amélioration considérable de la résolution sur certaines zones, et on commence maintenant, en 2009, à voir le pôle Nord parce qu'on est passé de l'autre côté de l'équinoxe, donc on est passé de l'autre côté, on s'approche maintenant de l'été. Et c'est là où je vais maintenant vous montrer une animation radar, parce que lorsque le Soleil n'est pas capable de faire le boulot de nous envoyer des photons pour qu'on récupère des images, les planétologues ont accès à un autre outil qui est le radar, et qui est justement approprié pour aller chercher des objets qui sont dans l'obscurité. Alors ça, c'est une animation qui vous montre un peu le comportement de Cassini lorsqu'elle passe tout près de Titan. En fait, elle se positionne en permanence. Pourquoi ? Parce qu'elle prend des images avec différentes caméras, et chacune a son angle de visée, et donc elle se repositionne en permanence pour optimiser sa visée. Et ensuite, elle se met on voit qu'elle s'est retournée et puis qu'elle s'est stabilisée. Pourquoi ? Parce qu'elle passe au-dessus du pôle Nord dans ce cas-là. Et là, elle se stabilise et elle ne fait plus rien, apparemment. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait fonctionner son radar. Alors, vous allez voir ce que le radar révèle. Donc là, a priori, les caméras ne verraient rien. Par contre, le radar a révélé ceci. Donc ça, c'est le pôle Nord de Titan, totalement obscur. Grâce au radar, alors ceci, ce sont des fausses couleurs. Les zones bleues, ce sont des zones pour lesquelles le radar a mesuré un signal de retour extrêmement faible. Pour une expérience radar, un signal extrêmement faible correspond à une surface très très lisse, très très plate. Extrêmement plate, de l'ordre de quelques mètres par kilomètre, donc vraiment extrêmement plat. Et donc il y a eu une optimisation de l'analyse de ces données qui a permis de faire la différence entre une surface rugueuse, qui est en orange, et une surface beaucoup plus plate. Et l'hypothèse a été proposée que ces surfaces totalement lisses soient en fait des lacs. Alors des lacs de quoi ? Ça reste on n'a pas la preuve absolue du contenu de ces lacs, mais je vous ai dit, on est à l'équilibre entre le méthane liquide et le méthane gazeux. Donc l'hypothèse principale, c'est que ces lacs sont essentiellement du méthane, et probablement aussi des contenants, des objets qui accumulent d'autres liquides tels que de l'éthane, du benzène et tous les aérosols qui peuvent se précipiter dans l'atmosphère. Et la surprise a été de découvrir la quantité de ces lacs au pôle Nord et également la surface. On parle toujours de lacs dans les conférences, mais en fait au début les gens ont proposé que le rapport surface de ces lacs par rapport à la surface de la planète permettait de parler de mer. Donc vraiment, il y a des quantités de liquide. Et là aussi, le radar permet de mettre en évidence des structures de rivières. Et il y a même un lac qui est tellement grand qu'on y voit des îles. Alors, voilà. Ici, vous avez le plus grand lac
qui est en fait localisé très près du pôle Nord. Donc tous ces objets sont localisés très près du pôle Nord. Oups. Donc ceci, c'est une image qui n'est pas du tout... Maintenant, on n'est plus en fausse couleur pour vous montrer effectivement le signal radar tel qu'il est détecté. Donc c'est vraiment totalement noir, il n'y a vraiment aucune réflexion. C'est une preuve du côté complètement lisse de ce liquide, de cet objet. Et donc les radaristes ont tout de suite dit, on a détecté des lacs, il se pourrait très bien que ce soit un objet totalement figé. Au Canada, quand il fait très très froid, des lacs peuvent se figer en une nuit, et du coup la surface est extrêmement lisse, de la même qualité que ce que les radars voient ici, totalement noir. Donc il y a eu une incertitude relativement longue par rapport à est-ce que c'est vraiment du liquide ou pas. Et je dirais qu'une confirmation supplémentaire est venue grâce à l'imagerie. Alors là, c'est une image très intéressante, en fait, très belle, je dirais. Ça démontre à nouveau ce que je vous ai montré tout au début, où l'atmosphère de Titan est vraiment gigantesque et elle est capable de diffuser la lumière tout autour, sous forme d'un anneau tout autour de Titan, quand vous passez derrière Titan. Et lors d'une mesure telle que celle-là, tout à coup, un point lumineux a été observé. Alors c'est vraiment un symbole, je trouve. Ça c'est également un symbole qui soutient la nécessité de faire de l'exploration in situ et d'aller voir là-bas. Ce point lumineux-là, en fait, c'est une réflexion du Soleil. Les rayons donc le Soleil est à peu près localisé ici. Il a éclairé la surface du Titan. Il a été réfléchi par un des lacs, par la surface du lac. Et les photons sont ressortis de l'atmosphère, ont été filtrés par l'atmosphère, mais ils ont quand même été détectés. Et donc Cassini, qui était derrière Titan, était capable de voir cette réflexion. Donc là, on est en présence d'une réflexion spéculaire à la surface d'un des lacs de Titan. Et la vitesse à laquelle cette réflexion s'est produite et a disparu, et la corrélation par rapport aux observations faites par les radars, sont une confirmation qu'on est à nouveau en face d'un objet extrêmement lisse. Donc c'est une preuve supplémentaire que nous sommes bien en présence de liquide. Il n'y a pas des lacs que au pôle Nord. Il y a également un lac qui a été détecté au pôle Sud, et il est particulièrement intéressant parce que je vous l'ai dit, Cassini est rentré dans le système de Saturne à la fin de l'hiver, c'est-à-dire à la fin de l'été pour le pôle Sud. Donc ceci, c'est une représentation en fait de Saturne dans l'écliptique. En 99, quand Cassini est parti, voilà l'apparence qu'avait Saturne. En 2004, quand on est arrivé, le voilà. Et en 2009, on est pratiquement sur la tranche. En fait, on est à l'équinoxe. On est en train de passer de l'hiver à l'été. Alors, je vais vous montrer une image, et moi j'aime beaucoup dans les représentations comme ça grand public de donner un peu les échelles de ce qu'on regarde. Donc j'ai pris une carte Google où on voit Paris et Reims, je la mets avec un angle donné, et voilà l'objet qui est observé au pôle sud, c'est un lac. Ontario Lacus, il a été appelé, c'est un objet, c'est pratiquement le seul lac qui est visible. Il y a probablement des lacs transitoires qui ont été observés, mais là c'est vraiment un objet très très grand et unique. Alors on a des phénomènes, probablement, on a une rivière ici avec des dépôts d'alluvions, très certainement, et ici on a également des phénomènes d'alluvions en bordure de ce lac. Et ce qui s'est passé, c'est que puisque on avait les photons qui éclairaient et que c'était un objectif principal de la mission, il y a eu plusieurs passages au-dessus de ce lac. Et là, l'information très importante a été qu'il y a une évolution de la topographie, une évolution de la surface de ce lac. J'ai perdu les choses. Voilà. En 2004, le lac s'étendait jusqu'ici. En 2009, il avait rétréci environ de 20 km ici. Donc il y a effectivement évaporation de méthane à la surface. Le radar vous donne non seulement une information de la rugosité de surface, mais également peut servir d'altimétrie. Et ici, cette mesure confirme parfaitement l'incroyable planéité de la surface de ce lac. Donc on est vraiment en face d'un liquide.
Autre information très utile et qui a été obtenue par les radars, ce que je voulais dire aussi, c'est que les caméras sont extrêmement performantes. On a vu des images à très haute résolution. Il n'empêche que l'imagerie de la surface du Titan avec les caméras n'est pas extrêmement performante à cause de cette atmosphère. En fait, 1000 km d'atmosphère, en fait, ça conduit à des phénomènes de floutage des images, et on n'arrive pas à avoir des images d'une extrêmement bonne qualité. Par contre, les signaux radars, eux, ne sont pas floutés par les phénomènes d'aérosol, et donc on a une bien meilleure résolution spatiale avec les radars qu'avec l'imagerie depuis Cassini. Et ce qui a été détecté au niveau de l'équateur, je dirais les zones équatoriales du Titan, ce sont des structures comme ça linéaires. Alors la distance ici entre deux lignes, c'est environ 3 km. Donc pour à nouveau vous donner une image, une notion de la taille de cette image, en fait, la voici rapportée à la distance Paris-Reims. Donc ce sont des objets extrêmement étendus. Ceci a été mesuré en altimétrie comme étant un objet qui est plus haut. Donc on a probablement une colline ou une montagne, et donc on est en face de phénomènes de dunes qui sont formés par des transports de matériaux extrêmement fins et qui contournent des phénomènes géographiques, géologiques locaux. Alors ils ont été analysés sur l'ensemble de la surface, et ils sont localisés dans une zone très proche de l'équateur, et ils sont tous orientés, ils sont la preuve de structures de vent permanent ou en permanence, je dirais. Quand il y a du vent, le vent est très probablement orienté suivant les flèches qui sont représentées ici. D'autres structures ont été détectées à la surface de Titan, et en général en planétologie on cherche les impacts météoritiques. La Lune est pleine d'impacts météoritiques. Titan a extrêmement peu d'impacts météoritiques. Globalement, il y en a 2 ou 3. Le troisième est peut-être même un volcan, en fait, on n'en est pas encore complètement sûr. Ça résulte de l'atmosphère, en fait, qui brûle les météorites qui pouvaient rentrer dans l'atmosphère, mais également, ça résulte très probablement de phénomènes de régénération de la surface. Donc, je ne vous ai pas encore dit grand-chose sur ce que peut être cette surface. Cette surface, c'est très probablement de l'eau solide, de la glace, les spécialistes de la structure interne des corps du système solaire proposent, suite d'ailleurs à des mesures radars qui ont inféré de possibles décalages de position, c'est-à-dire qu'il semble que la surface de Titan ne tourne pas autour du cœur de la planète, de la Lune, à la même vitesse que le cœur. Et donc, l'idée serait qu'il y ait un découplage entre une surface glacée, une banquise, et un sous-sol gelé par une couche d'eau totalement liquide qui serait intermédiaire. Donc ici on aurait l'atmosphère en orange, une couche de glace parce qu'on est à moins 180 degrés. Ensuite, par l'effet de la pression, en fait, cette glace est capable de fondre, donc une couche d'eau, et ensuite une nouvelle couche de glace, on appelle ça la glace à haute pression, et un cœur siliceux. Donc ça, ce sont des résultats extrêmement enthousiasmants et très 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 surprenants, je dirais. Alors, la haute atmosphère, je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'il y a des spécialistes dans la salle. Notamment, moi, j'avais prévu ça pour remercier Pascal Ranou qui m'a invité à parler devant vous aujourd'hui. Ceci, c'est une photo absolument sublime de Titan. On est à nouveau derrière Titan, le soleil est en train d'éclairer par devant, et ceci c'est en fait ce qu'on appelle le Polarhood, la capuche polaire. Il y a des phénomènes très spécifiques qui résultent de vents, en fait, qui transportent de la matière par suite de l'absence de lumière au niveau du pôle Nord vers le pôle Nord et qui l'accumule, et ça résulte en structures extrêmement détaillées. Alors ici, l'image n'est pas suffisamment haute résolution, mais il y a des structures très détaillées dans ces images. En fait, ce sont les aérosols qui sont transportés par des phénomènes de météorologie dans l'atmosphère. Et l'équipe de Pascal Ranou ici à Reims a une activité très importante dans cette recherche. Je dirais même plus que très importante, je crois que vous êtes totalement leader sur ces activités. Alors, les aérosols, je pense que vous avez tous compris que c'est vraiment le cœur d'une activité très importante. Malheureusement,
Cette sonde Cassini cette sonde Huygens avait pour objectif de les caractériser le mieux possible. Et finalement, on est assez déçu du retour scientifique. Et la mission Cassini ne pourra pas aller bien plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc, il y a nécessité de simuler ou de mieux comprendre par des modélisations, ce qui se fait ici avec Pascal Ranou, simulation en ordinateur et simulation également en laboratoire. Et ça, c'est notre activité entre Paris et Grenoble. Une information importante, c'est que je vous ai montré un diagramme au début où on positionnait avant l'arrivée de Cassini cette brume entre 200 et 300 km d'altitude. Potentiellement, elle s'élève bien plus haut, jusqu'à 800 km d'altitude, c'est-à-dire tout en haut de l'atmosphère. Et ça, c'est très important pour nous à Grenoble. Donc ça, c'est une image en fait qui n'est pas particulièrement intéressante, où on voit des structures tout au long de l'atmosphère. En fait, il y a une couche de brume détachée. Ceci, c'est la surface. Ceci, c'est les 800 km de la très haute atmosphère. Donc globalement, on a des aérosols jusque pratiquement 800 km d'altitude. Donc le paradigme a évolué. On n'a plus la couche d'aérosol à 200, mais jusqu'à 800 km. Alors pour la Terre, en fait, 80 km, on pourrait, c'est une représentation en fait de ce qu'on appelle l'espace totalement libre, et c'est là où le dépôt d'énergie solaire conduit à l'ionisation. Donc c'est là où sont les aurores boréales, par exemple, 80 km d'altitude. Et à Grenoble, donc là je vais vous parler de résultats très récents. À Grenoble, nous avons développé une infrastructure qui est capable de caractériser des analogues des aérosols de Titan. Alors les aérosols de Titan, nous ne les faisons pas à Grenoble, ils sont faits par un laboratoire, le LATMOS, qui se trouve à l'Université de Versailles. Alors ces analogues sont faits par réaction, et ces réactions simulent en fait la très haute atmosphère, donc à peu près à 80 km d'altitude. Et en fait, c'est un plasma. On génère un plasma en chauffant du gaz avec des électrons qui oscillent dans le milieu. Ça conduit à la production d'espèces ionisées qui ne sont pas majoritaires. Il y en a environ 1 pour 1000, je dirais, d'espèces ionisées dans un gaz. Et tout ça chauffe le gaz, un petit peu comme ce qui était montré dans l'animation, pour conduire, au bout d'un certain nombre d'heures de réaction dans ce dispositif, à la formation de particules de taille micrométrique qui, d'un point de vue optique, ressemblent très fortement et très étonnamment à ce qui est observé sur Titan. Elles sont orangées. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc ceci, c'est l'instrument que nous avons à Grenoble. Pascal en a dit pratiquement plus que ce que je voulais vous en dire. C'est un appareil d'analyse chimique. C'est un spectromètre de masse à très haute résolution qui permet de séparer tous les constituants de façon très précise dans un mélange complexe. Potentiellement, ces espèces de corps solides sont constitués de milliers d'espèces. Ça, on en est sûr. Il y a des milliers, voire des millions de molécules constituantes. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons eu l'idée... Nous sommes revenus sur les fondements de l'atmosphère de Titan et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il n'y a pas que de l'azote et du méthane, mais il y a également ces 0,04% de monoxyde de carbone dans l'atmosphère de Titan. Et nous avons voulu comprendre ou anticiper l'effet de cette quantité de CO présent dans l'atmosphère. Donc, il y a quelques mois, nous avons ajouté du monoxyde de carbone dans le plasma. Et, à notre grande surprise et à notre grande joie, nous avons été capables après, grâce à l'analyse avec notre dispositif, de mettre en évidence des quantités non négligeables et tout à fait quantifiables et absolument certaines des 4 bases puriques de l'ADN et également les 2 acides aminés, la glycine et l'alanine. Et ça, c'est un résultat totalement très important. C'est-à-dire que, premièrement, dans Titan, il n'y a pas que du carbone et de l'hydrogène et de l'azote, mais il y a également cette quantité non négligeable de monoxyde de carbone qui peut conduire à des molécules contenant de l'oxygène du genre des briques élémentaires de la vie sur Terre.
Alors après, ces aérosols, c'est absolument certain, se déposent à la surface au bout d'un processus de sédimentation qui est extrêmement long, conduisent à ces dunes que je vous ai décrites, et ensuite on peut avoir des phénomènes d'impact météoritique, tels que ça a été montré, et des calculs de vitesse de refroidissement de ces objets montrent que l'impact d'une météorite de taille raisonnable peut conduire à la formation d'une surface liquide, d'eau liquide à la surface du Titan pendant une durée de vie de l'ordre de 1000 ans. Donc on peut très bien avoir des impacts à la surface du Titan qui conduisent à une liquéfaction de cette glace d'eau avec une présence de toutes ces molécules prébiotiques. Et donc on en est maintenant à parler de exobiologie sur Titan. Donc je pense que on retournera bientôt sur Titan avec de nouvelles méthodes d'analyse pour vraiment aller voir s'il n'y a pas des choses qui gigotent à la surface ou dans les lacs ou dans le sous-sol de Titan. Alors Cassini n'a pas fini. On en est actuellement ici dans ce calendrier de la vie de Cassini. Donc on avait la première mission. Alors ici vous avez c'est Saturne, c'est la position de Saturne, c'est l'angle. C'est l'angle de Saturne par rapport au Soleil ou par rapport à la Terre. Donc on est passé l'équinoxe en 2009. Ça, c'est chaque fois le nombre de visites qu'il y a chaque année de Titan. Donc vous voyez que globalement, on a fait la moitié de notre capitale de visite. On en a encore beaucoup à venir, ainsi que toutes les autres lunes de de Saturne. Donc l'avenir s'annonce très prometteur. On va certainement continuer à faire des découvertes extraordinaires. Et les planétologues ne s'arrêtent jamais de rêver, je dirais. Et donc il y a déjà un projet très élaboré, très élaboré de nouvelles missions de retour vers Titan, qui serait une mission spécifiquement orientée vers les deux lunes de Saturne que sont Titan et Encélade, et qui serait à l'horizon 2030-2040, donc c'est pas vraiment pour demain, qui consisterait en un orbiteur qui tournerait en permanence autour de Titan, d'un système de montgolfières. Alors là, c'est à nouveau les Français qui sont à la pointe dans le développement et dans la mise en œuvre de montgolfières dans les atmosphères d'autres corps que le système solaire. Et également, il est proposé de mettre un amérisseur qui permettrait d'étudier la surface de ces lacs et de faire descendre un petit sous-marin dans les lacs pour essayer d'analyser le contenu de ces lacs, parce que potentiellement ils sont des concentrateurs moléculaires et le fond de ces lacs est potentiellement un reliquat de toute l'histoire chimique de Titan. Et voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour présenter Odile Dutuy qui apparaissait dans les... Odile Dutuy qui est mon mentor, la personne qui m'a poussé dans mes recherches et qui m'a stimulé dans cette évolution vers la planétologie, et Véronique Vuitton qui nous a rejoint depuis quelques années et qui revient des États-Unis où elle a développé une grande expertise dans la chimie de Titan. Je vous remercie. Tout près des côtes, et qui sont la preuve qu'on est là dans des zones, dans des épaisseurs, dans des profondeurs de l'ordre de 10 à 20 cm. Mais après, le fond du lac devient totalement noir, donc là on est bien au-delà. Donc potentiellement, on s'attend à avoir des structures de l'ordre de 50 à 60 mètres au moins de liquide. Mais on n'a pas de caractéristiques du fond du liquide, on n'a aucune information. D'autres questions ? Qu'est-ce que l'effet Doppler ? J'ai parlé de l'effet Doppler ? Je ne sais pas, je crois pas, non. Ah, c'est possible, apparemment. C'était écrit. L'effet Doppler, vas-y, Roland. Alors, en 2 mots. L'effet Doppler, le meilleur moyen de le décrire, c'est le phénomène que vous entendez quand une ambulance se rapproche de vous. Elle est beaucoup plus aiguë quand elle se rapproche de vous que quand elle s'écarte de vous. C'est simplement que quand vous vous approchez d'un objet, la vitesse à laquelle l'onde va vous arriver
est une information également de la vitesse à laquelle l'objet se déplace par rapport à vous. Et donc c'est une mesure du déplacement de l'objet. La vitesse maximale des vents que vous avez enregistrée sur Titan. Alors, peut-être que Pascal pourra mieux répondre que moi. La vitesse maximale des vents, je pense que c'était une surprise. Dans la haute atmosphère de l'ordre de 50 à 60 km, la sonde Huygens a été assez violemment secouée, de l'ordre de 30 mètres par seconde, je pense. Plus. Donc c'était juste une question par rapport à la haute atmosphère et ce que vous étiez en train de dire sur la fabrication de molécules justement liées à l'interaction entre les photons et les particules élémentaires, enfin les atomes élémentaires. Et je voulais savoir, sur la Terre, il me semblait qu'on avait recherché la vie dans le fond des océans, à ces endroits où finalement il y avait des conditions qui étaient réunies pour pouvoir créer des molécules complexes. Est-ce qu'il y a une certaine analogie entre justement la très haute atmosphère comme une sorte d'usine à molécules qui pourrait permettre d'avoir des molécules suffisamment complexes pour créer la vie, et le fond de nos océans? Et est-ce que, enfin, ça me paraît, est-ce que c'est parce que c'est complètement inédit finalement, et est-ce qu'il y a une probabilité du coup que c'est pu fonctionner dans la mesure où c'est complètement différent? Je pense qu'en fait, la chose importante sur Titan par rapport à le résultat, l'importance du résultat que nous avons obtenu par rapport aux molécules bio qui ont été détectées avec une simulation représentative, c'est que là nous sommes totalement en absence d'eau liquide. Et en fait, jusqu'à présent, tous les mécanismes qui proposaient l'émergence de ces molécules dans le système terrestre mettaient en œuvre la présence de l'eau liquide. Donc, bien entendu, les fonds des océans. Alors là, les fonds des océans, la problématique, c'est qu'il y a un apport d'énergie, en fait. C'est que vous avez une source d'énergie au fond des océans qui serait à l'origine de cette croissance moléculaire, de cette complexification et éventuellement d'une vie. Nous, la source d'énergie, effectivement, on en a une, elle est différente. C'est l'énergie solaire, c'est les photons de haute énergie solaire qui cassent les molécules, qui les activent et qui leur donnent la possibilité, de façon totalement aléatoire, d'évoluer vers des systèmes de plus en plus complexes. Donc oui, il y a une analogie, mais non, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, on est en absence d'eau, et ça c'est très important parce que ça veut dire que jusqu'à présent, en fait, maintenant on commence à détecter des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes hors du système solaire. Et le paradigme pour rechercher éventuellement des présences de vie, c'est de chercher des conditions dans lesquelles l'eau peut être liquide. Donc on a toujours tendance à rechercher des planètes qui sont à une distance de leur étoile et à un flux de leur étoile qui permettrait à l'eau d'être liquide. Ce résultat-là, le dernier que je vous ai montré, pourrait proposer que non, en fait, un système totalement gazeux, un bon mélange gazeux peut conduire à l'émergence de molécules biologiques qui ont une activité biologique connue sans eau liquide. J'aimerais savoir sur le cycle du méthane, est-ce que c'est un phénomène cyclique, liquéfaction, vaporisation, ou est-ce plus complexe que ça? En fait, oui, c'est une bonne question. Je vous ai dit, on ne savait pas si on allait se poser sur du liquide ou sur du solide. Il y avait différentes hypothèses, et il y avait même des hypothèses qui disaient que pratiquement l'ensemble de la surface du Titan pourrait être couverte de méthane ou d'éthane même. Globalement, le méthane réagit et son principal produit de réaction, c'est l'éthane, qui lui ne peut pas exister sous forme gazeuse, donc qui doit systématiquement retomber à la surface du Titan sous forme de liquide. Donc, si on fait les calculs sur la durée de vie de Titan, on devrait normalement avoir un océan, une couche de liquide, qui est de l'éthane, en quantité non négligeable à la surface du Titan. Alors, on a vu, on n'est pas tombé dans du liquide. Huygens, qui est tombé assez près de l'équateur, est tombé dans cette zone de dune. C'est sec.
ce qui est sorti de la surface au moment où on a touché, c'était du méthane. Donc il y a effectivement, on est en face d'un solide qui contient du méthane probablement liquide, qui ne demande qu'à s'évaporer. On est dans le fond d'une rivière, donc il y a eu du méthane qui a coulé, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle fréquence, est-ce que c'est annuel, est-ce que c'est millénaire, on ne sait pas. Donc il y a des phénomènes de transport, il y a des phénomènes de transport de méthane dans l'atmosphère, mais la présence de pluie ou de tempête, tout ça c'est en cours d'exploration. Justement, la continuation de l'expérience de la mission Cassini va permettre de vivre une inversion de saison et éventuellement l'apparition de tempêtes tropicales ou de phénomènes similaires dans l'hémisphère nord. Il y a eu des tempêtes qui ont été vues dans l'hémisphère sud, avec même des sensations qu'il y avait des lacs transitoires qui avaient été détectés au pôle sud après ces tempêtes. Donc il y a, semble-t-il, des phénomènes très violents et de très grande ampleur sur pratiquement un demi-hémisphère, où il y a des grosses tempêtes qui se déclenchent, avec probablement des précipitations. Et le problème qu'on a actuellement avec cette mission Cassini, enfin, c'est le problème qui justifie le fait d'y retourner, de se mettre en orbite permanente, c'est qu'on ne visite la Lune qu'une fois par mois. Donc il se passe des choses, et chaque fois on reprend une nouvelle photo, et on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux visions. Donc pour ces phénomènes de pluie ou des choses comme ça, c'est chaque fois la surprise. Est-ce qu'il y a de la radioactivité à l'intérieur sur la Terre? Est-ce que du coup ça chauffe comme on va le ressentir? Oui, tout corps solide, là il y a un corps silicaté, la densité de titan fait qu'il doit y avoir un corps silicaté. Il y a une abondance solaire des différents éléments, et donc il y a eu de l'aluminium 27 radioactif, il y a eu un phénomène de réchauffement, oui. Mais tout ça est en équilibre, et le problème c'est qu'on a un flux solaire trop faible pour que ça chauffe à une température suffisante. Mais il y a effectivement un flux d'énergie dû aux radioéléments qui chauffent, mais le cœur silicaté de Titan est bien plus faible que le cœur silicaté de la Terre. D'autres questions? Alors moi j'aimerais bien revenir sur la question de monsieur tout à l'heure là. En fait, ce que vous voyez à Grenoble sur la formation de la chimie à haute atmosphère, la question qui a été posée, c'est l'analogie avec la Terre. Mais en fait, ça prend à rebours tout ce que j'ai pu entendre sur la formation sur l'apparition de la vie sur Terre. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait la photochimie, des petites molécules se formaient, elles se complexifiaient en descendant, et puis il fallait de l'eau. Mais rien n'empêche de penser que sur Terre, ça s'est passé comme sur Titan, et que les molécules complexes ont été créées aussi à haute altitude. Oui. Et est-ce qu'il y a des essais, enfin, est-ce que finalement c'est le même réactif? Tout à fait. Les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Donc, je vous disais au début que l'oxygène qui est actuellement dans l'atmosphère de la Terre résulte de la vie. En fait, l'atmosphère terrestre primitive ne contenait pas tellement d'oxygène, et l'atmosphère de Titan est assez semblable potentiellement à celle de la Terre avant l'apparition de la vie. Donc en effet, on a des milieux qui sont similaires. Et en effet, nous avons publié ce résultat et nous avons argumenté notre résultat dans le sens qu'en effet, on peut peut-être changer le point de vue sur une potentielle origine atmosphérique des molécules à l'origine de la vie sur Terre. Vous avez d'autres questions? C'est le moment d'oser, parce que sinon on va s'arrêter. Bon, il est 8 heures, on va s'arrêter si personne me pose de questions. Merci Roland. Merci à vous. Et puis... merci d'être venu, et vous pouvez prendre la liste.